essayer de parler fort. Déjà, je voudrais faire un lien avec ce qui a été dit tout à fait précédemment sur la lutte contre le racisme et le sexisme. N'oublions pas que le sexisme, j'étais la semaine dernière en soutien à une jeune conseillère municipale de Fréjus, dans le Var. Nous étions plusieurs députés à être descendus pour manifester notre soutien. Il faut savoir que le racisme et le sexisme vont toujours de pair dans ces territoires. Et les propos haineux qu'il y avait sur les réseaux sociaux, c'était un appel au viol et un appel au meurtre. Et ça va faire le lien avec ce que je voudrais vous dire par rapport au sexisme, qui est quand même la base de toutes les inégalités que subissent les femmes. Mais alors avant d'en venir au cœur du sujet, je voudrais vous lire des extraits d'un texte qui a été écrit par Baptiste Beaulieu, un médecin, un homme, comme l'indique son prénom, qui a publié un texte qui s'adresse avant tout aux hommes, et qui dit « Aux hommes, donc je cite, qui ne savent pas et qui ne sauront jamais. Je ne sais pas et je ne saurai jamais ce qu'on ressent quand, alors que je suis chef d'entreprise et qu'une discussion devient pointilleuse avec un client, celui-ci demande à parler au patron. On ne m'a jamais demandé, et le bébé, c'est pour quand, au cours d'un entretien d'embauche. Je ne sais pas et je ne saurai jamais l'envie de frapper mes interlocuteurs. Quand étant mariée avec 2 enfants, j'accepterai un super job bien payé à 400 km de chez moi et que je m'entendrai dire « Comment tu vas faire avec les enfants ?» Parce que ça, on ne le dit jamais à un homme. Est-ce que je suis en colère quand une femme, travaillant dans un pays européen, j'apprends que depuis le 2 novembre au soir, je ne suis plus payée? Oui, en Europe, une employée femme gagne en effet en moyenne 16% de moins qu'un employé homme. Rapporté sur 365 jours, c'est comme si elles étaient rémunérées 59 jours de moins par an. Je ne sais pas et je ne saurai jamais la colère d'avoir un doctorat et de pourtant devoir affronter des gens qui persistent à voir en moi une assistante, une secrétaire, une infirmière, une aide-soignante, bref, tout ce qui n'est pas un docteur. Je sais aussi qu'il est difficile de trouver un déguisement de docteur pour ma nièce quand seuls des déguisements d'infirmières sont proposés aux petites filles. Mais le sexisme, le vrai, celui qui a gagné, c'est cette femme qui lit ce texte en train de se dire que finalement, tout cela n'est pas si grave. Je voulais commencer par ce texte qui peut s'appliquer à d'autres types de discrimination pour insister sur le fait que les discriminations que vivent les femmes sont extrêmement banalisées. Par ceux qui en sont à l'origine, comme par celles qui les vivent. Elles sont partout, tout le temps. Je ne connais pas une femme à qui l'on n'ait pas posé la question lors d'un entretien d'embauche, une question sur sa maternité, réelle ou supposée, sur sa disponibilité. Je ne connais pas une femme qui n'ait vécu une situation de sexisme, ordinaire ou non, d'agissement sexiste. Et pourtant, je n'en connais aucune dans mon entourage qui ait porté plainte. Les inégalités salariales, femmes-hommes, et le défaut de partage des responsabilités dans les entreprises ou l'emploi public sont les plus simples à objectiver. Quelques chiffres. Les écarts de salaire net mensuels, privés et publics, à plein temps, moins 19% pour les femmes, c'est 2,5 points de moins seulement qu'il y a 10 ans. Et quand on regarde par catégorie socio-professionnelle, une femme cadre est rémunérée en moyenne 19,8% de moins qu'un homme cadre, quand une employée est payée 7,7% de moins qu'un employé. Ces inégalités s'expliquent notamment parce que les femmes sont plus nombreuses dans les secteurs d'activité les moins bien rémunérés, bien sûr, mais un secteur d'activité égal, âge, CSP et conditions d'emploi, l'écart de salaire est de 10%. C'est de la discrimination pure. Toutes choses égales par ailleurs, l'écart de salaire est de 10%. Et plus les salaires sont élevés, plus l'inégalité est marquée. Pour les 10% de femmes les mieux rémunérées, l'écart atteint les 22%. Du côté du partage des responsabilités, ce n'est pas beaucoup mieux. Les femmes cadres constituent 14,6% des actives, les hommes cadres 20% des actifs. Alors que dit la loi? La loi, c'est en 1983 qu'est adoptée la première loi pour l'égalité professionnelle, c'est la loi dite Roudy, qui modifie les codes du travail et le code pénal. Cette loi est toujours en vigueur aujourd'hui. Elle réaffirme le principe de l'égalité dans tout le champ professionnel, recrutement, rémunération, promotion ou formation. Et la loi institue l'obligation pour les entreprises de produire un rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes, toujours dans l'entreprise, qui est
qui est toujours utilisé aujourd'hui. Cette loi a révolutionné donc le droit à l'égalité professionnelle en reconnaissant que les lois déclaratives sur l'égalité femmes-hommes ne suffisent pas, que pour atteindre l'égalité réelle, il faut des outils concrets et autoriser des actions privilégiant momentanément les femmes. Mais cette loi Roudy n'avait pas prévu de sanctions financières pour les entreprises qui ne la respectaient pas. Il va falloir attendre 2013 pour que ce soit le cas. On a à nouveau légiféré en 2006 pour imposer des négociations sur des mesures de suppression des écarts de rémunération qui devaient avoir disparu au 31 décembre 2010. Enfin, en 2014, la loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes a ajouté 2 thèmes de négociation obligatoires, le déroulement de carrière et la mixité des emplois. Par ailleurs, pour pouvoir accéder au marché public, et ça c'est un levier important, les entreprises doivent respecter les exigences d'égalité professionnelle. Alors, avec tout cet arsenal législatif sur la discrimination pure en matière salariale, pourquoi ça ne progresse pas plus vite? Parce que pendant longtemps, les entreprises ne risquaient aucune sanction financière si elles ne respectaient pas la loi. Ce n'est plus le cas. En 2013, la ministre des droits des femmes de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, a modifié le décret d'application sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle a renforcé les dispositifs de sanctions. En passant d'un contrôle aléatoire des entreprises et sur place par les inspecteurs du travail à un contrôle systématique et sur pièce, l'égalité professionnelle est devenue pour les entreprises de plus de 50 salariés une véritable obligation. 4 mois après la modification du décret, en 3 ans, 13 500 nouveaux plans de réduction des inégalités professionnelles ont été déposés par les entreprises. Pour les entreprises ne respectant pas la loi, des mises en demeure sont prononcées. Après quoi, les entreprises disposent de 6 mois pour se mettre en conformité avec la loi. Au terme de ce délai, l'inspection du travail fixe le montant de la sanction, à savoir 1% de la masse salariale, jusqu'à ce que l'entreprise se mette en conformité avec la loi. À ce jour, 2270 entreprises ont été mises en demeure et pour 107 d'entre elles, des décisions de pénalité financière ont été prises. Ça n'a pas tout résolu, évidemment. Il faut comprendre les facteurs de discrimination pour pouvoir mieux lutter contre elles. Alors, à quoi est due cette discrimination? Un ouvrage récent sur les inégalités salariales a choisi pour titre « Plafond de mer », M-E-R-E. Parce qu'en effet, concernant les femmes, c'est la maternité, réelle ou projetée, comme une éventualité réelle par l'employeur ou le recruteur, qui est principalement responsable des discriminations à l'embauche et dans l'emploi. Rachel Silvera, économiste spécialiste du domaine, l'appelle le soupçon de maternité. C'est l'un des nœuds de l'inégalité salariale. Il pèse sur toutes les femmes, y compris celles qui jouent le jeu et qui n'interrompent pas leur carrière. Une discrimination paradoxale dans une société qui ne cesse de valoriser les mères et la maternité. Et il y a toujours aussi évidemment les mécanismes psychosociaux qui, dans notre société toujours profondément patriarcale, réservent plutôt les postes à responsabilité aux hommes qu'aux femmes. Et là, les facteurs sont multiples. Ouvrez les albums jeunesse qu'on lit à nos enfants et petits-enfants. Que fait le papa? Que fait la maman? Lisez les énoncés des problèmes de maths, ouvrez les manuels scolaires, ouvrez les livres d'histoire et cherchez les femmes. Bon courage pour en trouver dans les livres d'histoire. Ouvrez les catalogues de jouets, en ce moment ils arrivent dans les boîtes aux lettres et vous regarderez le rose, le bleu. Le patriarcat a vraiment de beaux jours devant lui. Bref, les stéréotypes sexistes qui assignent aux femmes et aux hommes des rôles sont constitutifs des inégalités qu'on retrouve évidemment ensuite dans l'emploi. Alors je vous ai donné les constats, la loi, les facteurs. Comment lutte-t-on? D'abord en utilisant la loi. Et là, les syndicats sont en première ligne. Malgré l'obligation légale, 60% des entreprises ne sont pas couvertes. Il faut dire que la loi ne rend contraignant que pour les entreprises, je l'ai dit, de plus de 50 salariés. Et il faut que les accords négociés soient bons. Il faut qu'ils prévoient, par exemple, des budgets pour corriger les inégalités, qu'ils revoient les carrières et surtout les qualifications. Pour que les syndicats s'en emparent, il faut aussi qu'ils soient davantage formés. Ils peuvent également être mobilisés par la société civile pour en faire un vrai sujet. Ensuite, il y a la justice. Depuis plusieurs années, les femmes saisissent la justice contre les discriminations dont elles sont victimes. Grâce au droit européen, on dispose d'un arsenal juridique novateur en la matière. En calculant les retards de carrière en comparaison avec les salariés d'entreprise, on peut prouver une discrimination.
Et ce sont les syndicalistes qui l'utilisent le plus contre la discrimination syndicale, mais ça fonctionne aussi pour les autres. Dans les années 2000, des femmes ont commencé à entamer des recours. Il y a, par exemple, une des premières salariées à avoir gagné son procès pour discrimination salariale liée à la carrière. Elle est restée au même coefficient pendant des années. Les prud'hommes ont condamné son employeur à lui verser 110 000 € de réparation. Il y a eu aussi cette ouvrière câbleuse dans l'aéronautique qui n'a jamais eu de carrière. Excusez-moi, elle demande... il faut ralentir un petit peu, en fait, vous avez vraiment trop vite. Excusez-moi. Donc il y a aussi cette ouvrière qui demande réparation au moment de sa retraite et obtient 53 700 € au titre de préjudice financier. Ok, merci. En 2010, une analyste financière qui s'était arrêtée de travailler 10 ans a reçu plus de 351 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour discrimination de salaire et de carrière. On ne sait pas combien de femmes ont porté plainte à ce jour. Il n'y a pas de centralisation des plaintes. Une partie de ces plaintes est répertoriée par le défenseur des droits, mais sa vision est parcellaire. Sur 8 000 plaintes reçues par cette institution en 2012, seuls 3% concernent la discrimination liée au sexe. Il faut dire que les procédures sont longues, éprouvantes, les entreprises résistent et souvent se montrent de mauvaise foi. Quand un syndicaliste attaque pour discrimination, il n'est pas seul, il est soutenu par ses camarades et son organisation. L'autre difficulté est de collecter les salaires d'autres salariés de l'entreprise pour établir des comparaisons. Une solution pour augmenter ces recours, ce sont les actions collectives, dites actions de groupe. La loi pour la justice du XXIe siècle, qui vient d'être adoptée définitivement, crée la possibilité de mener des actions de groupe lorsqu'il y a des discriminations dans le domaine de l'emploi. C'est une très belle avancée, qui à mon sens n'est pas allée assez loin, puisque si les associations comme les syndicats peuvent mener des actions de groupe pour ce qui relève de l'embauche, seuls les syndicats peuvent le faire pour ce qui est des discriminations dans l'emploi, évolution de carrière ou harcèlement sexuel. Je ne désespère pas, avec la délégation aux droits des femmes, de faire adopter dans le projet de loi Égalité et Citoyenneté que ces actions de groupe doivent être ouvertes aux associations plus sensibles et mieux formées aux questions de discrimination dans l'emploi. Il faut aussi, je crois, davantage sanctionner financièrement les entreprises pour que la sanction soit réellement dissuasive. Ainsi, la délégation aux droits des femmes propose, dans le cadre du projet de loi Égalité et Citoyenneté, une sanction planchée à 12 mois de salaire minimum. Après, nous ne changerons véritablement les choses qu'en réalisant un travail de fond de prévention des discriminations, et cela passe par une éducation à l'égalité filles-garçons, qui a été dit précédemment, et ce dès le plus jeune âge. Ouvrons le champ des possibles aux enfants. Être né fille ou garçon ne devrait pas, encore dans notre société et au XXIe siècle, tant conditionner les destins. Je vous remercie.